Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux d'être ici aujourd'hui. Je trouve ça vraiment passionnant. Euh, Juste quelques mots de présentation. C'est pas pour me présenter moi, mais pour représenter un peu les structures et les collectifs avec lesquels je travaille en tant que chercheur, acteur, de façon qui sont potentiellement aussi autant de ressources pour vous. Donc moi je suis chercheur au CNRS, j'anime une chaire interuniversitaire en économie sociale et solidaire et soutenabilité des territoires, c'est le titre exact de notre chaire interuniversitaire, potentiellement Hauts-de-France. Je ne vais pas développer ce qu'est exactement cette chaire, je vais simplement dire que c'est la volonté commune de chercheurs, d'universitaires, de travailler en étroite relation avec les acteurs et les organisations, on va dire, professionnelles et les acteurs du secteur de l'économie sociale et solidaire. Dans des domaines d'expérimentation, de recherche-action, de formation, on a aussi toute une série d'interventions dans des masters qui sont fortement connotés économie sociale et solidaire. On a parlé tout à l'heure du master de Valenciennes, il y en a deux autres, je ne développe pas, mais aussi dans d'autres masters où on apporte cette vision d'une économie alternative avec l'économie solidaire. Je m'occupe aussi d'une association, Pied de Réseau. Je dis Pied de Réseau parce qu'on supporte toute une série de collectifs. Peut-être quelques-uns en auront entendu parler, même si on est quand même assez fortement au départ métropolitain. L'association s'appelle Anis. Nous sommes, ça réunit des acteurs, des agitateurs dans le domaine de l'innovation solidaire et du numérique. Et nous sommes aussi les organisateurs d'un événement qui va se situer en novembre à Roubaix, qui s'appelle les Roomix, que peut-être certains connaissent et qui traite aussi des questions d'une économie alternative. Le titre qu'on a donné cette année, j'y reviendrai peut-être si j'ai le temps après, à notre événement Roomix de cette année, c'est « Vivre des communs ». Je donnerai peut-être quelques éléments là-dessus. Je me dépêche. Je veux aussi signaler que, y compris en lien avec Anis, nous sommes les supporters, les organisateurs d'un collectif, d'une communauté dite des tiers-lieux en Hauts-de-France qui, 4 fois par an, tient des ateliers pour que les créateurs, les porteurs de projets de tiers-lieux, alors je ne développe pas non plus, on voit bien que ça, et de plus en plus, ça fédère des mouvements qui sont nés dans la création de nouveaux espaces autour des questions du coworking, mais de plus en plus des lieux culturels qui se mettent dans cette dynamique de tiers-lieux, mais aussi des centres sociaux qui, eux aussi, se disent dans cette dynamique d'ouverture et de structuration en tiers-lieux, etc. Je pourrais encore citer d'autres exemples, notamment autour de ce qui s'est appelé dans certains temps, et y compris dans les territoires ruraux, les espaces numériques, etc. On est en train d'essayer de converger, faire converger toutes ces expériences, tout simplement pour partager de ressources et mettre en commun un certain nombre de ressources. Cette question des ressources en commun, évidemment, je pourrais la développer plus longtemps. Je dis ça parce que nous tenons notre meet-up, comme on dit, tiers-lieu, la semaine prochaine au Quesnoy, sur le thème tiers-lieu et espaces ruraux. Et donc, vous voyez, on n'est pas que purement métropolitain, on est devenu aussi fortement picard tout à fait récemment. Et puis, voilà. Donc ça situe un peu mon champ d'interrogation. Je pourrais ajouter que j'ai un intérêt particulier à faire le lien entre les activités artistiques, culturelles et l'ESS pour différentes participations à des travaux en cours dans notamment le secteur des arts visuels qui pourrait se penser comme un commun aussi, mais on pourrait débattre de ça. Moi, la question que j'ai tout simplement envie de poser, et je vais essayer d'être très bref là-dessus, c'est finalement la question qui nous intéresse, c'est comment rendre viable économiquement des initiatives solidaires, artistiques,
et culturelle. Moi, je retiens de ce qui a été dit, notamment, je pourrais en dire beaucoup, de ce qui a été présenté dans les 3 témoignages précédents. On nous dit, notre projet est né d'un collectif d'amis, et la volonté sous-jacente de tout ça, c'est de valoriser des personnes, point de départ des initiatives. Il y a le mot collectif, mais il y a aussi le fait qu'il y a valorisation des personnes, des processus dans lesquels les individus doivent se retrouver. Le deuxième témoignage, je les chante, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je retiens aussi du deuxième témoignage la volonté de construire des solutions économiquement viables avec les solutions qu'on a sous la main et de les faire évoluer. Le troisième témoignage dit, nous, finalement, moi je retiens ça, il y a aussi beaucoup d'autres choses à dire, on partage des ressources, on se met ensemble pour partager des ressources, et en fait, on fait ce lien, si j'avais le temps, je pourrais en parler, bien sûr, ce lien entre ressources partagées, ressources mises en commun, et, je dirais, citoyenneté pratiquée dans la maîtrise de ces ressources. Alors, moi, pour être très court, enfin essayer d'être très court, ce qui est toujours difficile, moi je voudrais faire simplement 3 messages que je pourrais développer, si on veut. Le premier message, c'est autour de l'ambition, voire la fierté, de penser nos activités et la création d'activités dans le domaine artistique, culturel, en territoire rural, comme dans d'autres zones qui peuvent être aussi considérées comme délaissées par des politiques culturelles qui mettent fortement en avant, par exemple, la notion d'attractivité et qui font parfois le choix de se mettre en avant le poids des industries dites créatives et culturelles. C'est très bien, mais qui ne se mettent pas forcément dans une perspective d'égalité du développement territorial et de durabilité de ce développement. Donc, il y a un premier message qu'on pourrait qualifier de politique sur l'ambition autour de l'ESS. Un deuxième message sur les avancées récentes autour de la question de l'économie solidaire comme réponse à cette problématique du développement et de la création d'activités, notamment en territoire rural, parce que là, il y a des réponses, il y a un début d'institutionnalisation qu'il ne faut pas sous-estimer. Et troisième message, c'est qu'il y a peut-être, et même sûrement, des potentialités nouvelles qui s'ouvrent avec cette problématique des communs, des biens communs, des communs qui commencent à prendre une tournure, je dirais, non pas simplement incantatoire, mais assez pratique. Christian, peut-être que tu pourrais dire quand même un mot sur cette notion des communs, parce que je ne suis pas sûre qu'elle soit claire pour les personnes qui sont là. Oui. Un mot quand même sur mes 2 premiers points, mais très très rapidement. Ce que je veux dire par là, c'est un message un peu politique. L'ESS, c'est pas un pis-aller, quelque chose qu'on devrait faire faute de mieux. Enfin, je pourrais développer, parce qu'on pourrait dire, oui, on est dans une double contrainte, rétrécissement des possibilités du financement public, comme si c'était inévitable. Bon. Et hégémonie croissante du tout marché, y compris de la marchandisation des biens culturels, etc. Bon, je ne veux pas jouer le catastrophisme, mais il ne faut pas oublier que pendant que l'on bricole et qu'on développe nos initiatives et qu'on essaie de les rendre viables économiquement, on est quand même dans un contexte qui n'est pas toujours tout à fait celui qu'on pourrait espérer. Donc, ce n'est pas un pis-aller parce que c'est une construction ambitieuse, alternative. Bon, je ne développe pas, mais ce n'est pas quelque chose qui serait réservé aux territoires délaissés, etc., et à des acteurs qui seraient considérés comme étant marginaux par rapport à l'action économique. C'est pour ça que je parle d'ambition, voire de fierté à aller dans ce sens-là. Le deuxième point, mais je ne vais pas le développer, j'observe d'ailleurs que cette question
création artistique, développement culturel et économie solidaire avaient déjà été traités, et c'est bien, il faut continuer. La Chambre d'eau, en 2008, faisait déjà un séminaire tout à fait intéressant sur ces questions-là. Donc, on pourrait, si on avait le temps, pointer quelques éléments qui ont balisé un peu et qui ont marqué des étapes. Il y a une loi, y compris la loi de 2014, qui a été qui commence à donner un statut aux entreprises entre guillemets, c'est-à-dire en reconnaissant aussi à des modèles associatifs et coopératifs le label autour de la question de l'utilité sociale, et qui lui donne un label économique qui permet de construire aussi les alternatives en les appuyant sur un début d'institutionnalisation. Je ne vais pas développer ça. Il y a un lien très direct qui peut être fait aussi avec la question des territoires, avec les pôles territoriaux de coopération économique, qui sont finalement la possibilité d'aller faire vivre et faire se découvrir les pratiques solidaires de terrain qui naissent et qui créent de l'activité pour construire de la viabilité économique et de la citoyenneté économique en même temps là-dessus. Troisième point, et j'en arrête là parce qu'on pourrait développer, la question qui commence à se débattre beaucoup autour des biens communs et des communs offre aussi des potentialités nouvelles. Alors, on pourrait faire un exposé là-dessus. Ce que je veux simplement dire, c'est que c'est pas tout d'un coup quelque chose qui nous tombe dans ses eaux, du ciel etc. Pour le développer, c'est aussi tout simplement une pratique de gestion collective et qui est quelque chose qui est nouveau, peut-être parce que les médias, y compris, s'en emparent, etc., mais qui est au cœur des problématiques de la ruralité d'il n'y a pas si longtemps et qui résiste encore sous ce mode des communs, des communaux. Et c'est une question qui est au niveau international, qui recommence à être débattue, puisque grâce notamment au prix Nobel d'économie qui avait été donné à Elinor Ostrom en 2008, on avait la preuve que c'était des organisations tout à fait efficaces et viables au niveau international. Et en fait, si on veut, très souvent, et je trouve ça très bien, on fait du commun sans le savoir, et après tout, il vaut mieux le faire sans le savoir que le proclamer et que ça reste une intention théorique et politique. Tout simplement, lorsque on définit une communauté qui s'approprie des ressources en commun, qui les gère en commun, et qui, par rapport à ça d'ailleurs, se pose des questions. Alors c'est peut-être le point dur, définir des ressources, qu'elles soient naturelles ou qu'elles soient des ressources de connaissances partagées, comme le permet le numérique, mais ça peut être aussi des ressources en termes d'espace, l'espace y compris pour les activités artistiques, des espaces de stockage partagés, c'est très concret, mais la question des ressources est centrale. La question de la gouvernance collective de ces ressources est le deuxième critère tout à fait central. Et là, on est dans des modes de la coopération. Et le troisième point, mais je ne veux pas développer ça, on ne peut pas poser, et ça c'est le point dur qu'on a devant nous, c'est la question du droit, la question juridique, et la question des droits, y compris des droits de propriété, qu'on est obligé de commencer à se poser quand on se met dans une logique de commun, tout simplement parce que là, on se bat aussi contre des questions qui sont celles de l'évolution du droit et ce basculement vers le droit de propriété exclusive qui est en France, encore plus qu'ailleurs, partagé entre la notion de bien public, qui n'est pas du tout remise en cause, mais entre le bien public et le droit de propriété individuelle. D'ailleurs, il paraît que, vous pouvez le lire dans le Code civil, il y a un petit article qui dit « entre les deux, il y a quelques résidus ». Les quelques résidus, c'est la trace des communs qui nous viennent du Moyen-Âge et d'avant,
Et ce petit résidu montre l'émergence d'un droit des usagers défini collectivement, et un droit qui se bâtit plus sur l'usage, en lien avec des ressources partagées collectivement. Voilà. Donc ça, c'est bien de le dire parce que ça donne des perspectives. Ça donne des perspectives de construction et d'alternatives économiques intéressantes, mais en même temps, voilà, on le pratique. C'est une économie, moi je terminerai là-dessus, ce que nous montrent un peu aussi les initiatives et ce qui est à encourager, c'est une économie de proximité, une économie qui hybride les ressources, ça a été dit. Il n'y a pas le tout marchand, il y a du marchand, mais contrôlé, dépollué, on peut l'espérer, de l'effet néfaste de la financiarisation. Il y a de la redistribution, parce que c'est le rôle de nos institutions publiques. Et puis, il y a de la réciprocité. Et c'est sur ce travail autour de la réciprocité, l'invention de règles de réciprocité, qui va bien en plus au secteur artistique et culturel, parce qu'il la pratique dans la création, mais d'autres secteurs aussi, bien sûr. Et donc, moi, ce que je veux insister là-dessus, c'est une économie pratique, une économie assez pragmatique qui se construit, et pas, et ça se voit, et qui ne cherche pas forcément des grands modèles absolus, mais qui, ce sont des dynamiques voilà, portées par surtout l'enrichissement de l'ESS par ces nouvelles problématiques de commun. Merci beaucoup, Christian. Nicolas a son micro. Il va peut-être pouvoir tirer un peu un autre fil ou apporter un regard un peu complémentaire sur ce qui s'est dit. Donc, Nicolas Chauchois de l'Institut Gonin. Merci Réjeanne et bonjour à toutes et à tous. Alors, moi je dirige un centre de transfert qui est un centre de recherche et développement et transfert. Ce sont nos deux grands métiers, sur les thématiques de pratiques solidaires et d'innovation sociale. Et on se le disait encore ce matin avec Christian, ce qui nous réunit vraiment, c'est en fait cette volonté et cette recherche de trouver dans le temps un certain nombre de liens, de connexions autres que ceux qui se font habituellement entre, on va dire, la production des recherches et on va dire les acteurs, quels qu'ils soient de terrain, que ce soit les acteurs ou les pouvoirs publics, les institutions financières, etc. Alors généralement, quand on me demande d'intervenir, c'est soit sur la R&D et le transfert, soit sur l'innovation sociale, parce que l'innovation sociale a été une des thématiques, c'est pas la seule, mais une sur lesquelles on a travaillé. Il se trouve que c'est celle où les travaux ont été le plus, en tout cas je crois, diffusés et médiatisés. Mais parfois on nous confond un peu Institut Godin et innovation sociale, alors que c'est pas du tout notre métier. Notre métier c'est la R&D et le transfert, et l'innovation est juste une thématique sur laquelle on a beaucoup travaillé. C'est là-dessus que je vais revenir en 3 points, et puis ce que je vais essayer de faire, c'est de faire un lien aussi entre innovation sociale et politique publique, parce que c'est un sujet qui m'a aussi beaucoup intéressé et beaucoup occupé ces dernières années. Alors, 3 points qui, j'espère, vont mettre en perspective, vont aussi faire écho à des choses qui ont été dites ce matin. En tout cas, j'espère, parce que je n'avais pas forcément plus que ça construit ces 3 points avant de venir, mais je me suis dit, ça peut être pas mal. Je vais commencer par un paradoxe et je vais terminer par ce qui me semble être une relation antinomique. Le premier point, c'est un paradoxe. C'est-à-dire, le fond du fond sur cette thématique de l'innovation, c'est le changement institutionnel. Pour faire simple, c'est le changement des représentations et des pratiques et les manières et les modalités dont ces changements vont se diffuser entre des personnes sur les territoires, etc. Donc, fondamentalement, le cœur de l'innovation, c'est cette question du changement institutionnel et donc de la diffusion. D'où le paradoxe. Tant qu'une innovation ne s'est pas diffusée, on ne peut pas l'appeler innovation. Parce qu'elle n'a pas généré en quelque sorte ces changements de représentation et de pratique. Sauf qu'une fois qu'elle s'est diffusée, qu'elle a été appropriée, qu'il y a eu diffusion, infusion et que ça s'est partagé, eh bien les acteurs reconnaissent que ce n'est plus de l'innovation, parce que finalement ça a été approprié, et du coup le regard qu'on porte dessus, eh ben non, ça n'en est plus, vu que c'est devenu en quelque sorte quelque chose de presque normal, c'est-à-dire presque la norme. Et ça c'est un paradoxe intéressant, c'est-à-dire tant que ça ne se diffuse pas, c'est pas de l'innovation, une fois que ça se diffuse, eh bien finalement le regard qu'on porte dessus, c'est que ça n'en est plus. C'est intéressant parce que ça arrive sur 2 points, ça nous montre qu'en fait que l'innovation c'est toujours un processus, toujours. Et il y aurait une multitude de manières de caractériser ce processus.
J'en ai choisi deux pour ce matin parce que je pense qu'ils sont vraiment en lien avec ce qui a été dit. C'est toujours un processus collectif. Parce qu'en fait, les acteurs sur les territoires s'attaquent soit à des problèmes, soit construisent entre eux un idéal qui, pour advenir, nécessite en fait des points de vue, des compétences, etc., qui ne sont pas réunis soit en une seule personne, soit en une seule structure. Et ça a quand même été vraiment bien éclairé par ce qui a été dit ce matin. Donc, toujours un processus collectif, et toujours un processus collectif qui soit part de problèmes constatés et partagés du vécu du territoire, soit et ou tente de construire un idéal partagé qu'il souhaite voir advenir et qui, pour se réaliser, ça a été dit par exemple dans le cadre de la coopérative, va devoir bouger des choses sur les habitudes que l'on a, que ce soit en matière de représentation, en matière de pratique. Mais ce processus, il est toujours une deuxième chose, il est toujours collectif, mais il est toujours incertain. Toujours incertain. Et ça, les Québécois, ils ont vraiment produit des travaux très intéressants pour le montrer. C'est lié justement à cette aspiration sociale, c'est-à-dire cette vision un peu idéale de l'avenir qui se construit à la fois à un moment donné avec, j'ai entendu, en reposant sur de la sociocratie, mais qui se construit aussi au fur et à mesure du temps. Mais est-ce qu'il va devenir? C'est toujours incertain. On ne peut pas le savoir, ça. Vous voyez, c'est-à-dire que les collectifs, en quelque sorte, vont à un moment donné se construire des conventions autour de ça, ce qu'on pourrait appeler une coordination par l'avenir. Ouais, c'est un peu l'idéal vers lequel on souhaite tendre, ouais, et on continue de le construire ensemble. Mais sa réalisation, c'est chemin faisant. Et le chemin, il est juste inconnu. Mais ce que je vous dis là, c'est hyper orthodoxe en matière d'innovation. C'est presque pas lié à l'innovation sociale, en fait, finalement. C'est comme ça que la NASA, je crois, travaille aussi. Hein. Quand ils signent des contrats, on va faire ça dans 15 ans, les ingénieurs aujourd'hui ne savent toujours pas comment, grosso modo, chemin faisant, les techniques vont permettre de tendre vers ça. Donc c'est toujours en quelque sorte quelque chose d'incertain. C'est toujours un pari, en fait. Et si on regarde les politiques publiques et les financements qui sont alloués, en fait, dans la French Tech, ou alors pour tout un tas de démarches d'innovation, ce sont que finalement des dispositifs qui visent à financer des paris. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, ceux qui bossent dans le dur sur l'innovation savent que c'est toujours en fait à Paris. D'ailleurs, il n'y a personne qui va dire qu'il fait partie de l'innovation technologique. Parce que ça n'aurait pas de sens, c'est des choses qu'on cherche à produire en quelque sorte, mais qui sont toujours incertaines. Et ça, l'incertitude, c'est quelque chose qui caractérise aussi beaucoup ces processus d'innovation sociale dans la réalisation et l'avènement finalement, ou la concrétisation peut-être de cet idéal, de cette aspiration sociale qui est recherchée par les acteurs. Qu'est-ce que ça nous dit en termes de politique publique? Ça nous dit en fait que le label n'est pas quelque chose, me semble-t-il, de pertinent. Et je crois que c'est un peu quand même dans cette direction que cette région est allée, c'est-à-dire, elle n'est pas allée vers le label. Elle n'y est pas allée. Parce que les financements qui sont alloués, me semble-t-il, sont des financements qui visent à reconnaître le caractère expérimental de la chose et du peut-être, ça peut se passer. Mais cette perception, je pense qu'elle est très fragile. Parce qu'au Café du commerce de l'innovation sociale, je ne sais pas ce qu'on dit, c'est tu réponds à un besoin social et hop, t'es innovant. Si c'était aussi facile que ça de produire et de provoquer des changements de représentation et de pratique, ça se serait. Et je vois bien dans cette région ou dans d'autres où on travaille en France, dans d'autres régions, très vite on peut par exemple arriver à dire oui mais ça c'est quelque chose qui est de l'innovation sociale. Peut-être, ça va peut-être l'être. Et il ne faut pas oublier que c'est toujours quelque chose qui est incertain et du coup en termes d'accompagnement c'est comme ça aussi qu'il faut le considérer. Si c'était fait une fois pour toutes, bon ben c'est fait une fois pour toutes. Donc en termes de politique publique, je pense que c'est vraiment une chose à retenir, c'est-à-dire que si on met en place des financements et des systèmes d'accompagnement sur l'innovation sociale, il faut bien se dire que c'est un pari que l'on va faire. Et j'ai vu dans d'autres pays, comme en Belgique, eux, ils n'ont aucun problème pour le dire. Ils disent comme c'est un pari, c'est la puissance publique qui finance. Qui va financer si c'est pas la finance publique qui va financer la puissance publique qui va financer un pari? Ils disent c'est à nous, acteurs publics, on doit financer cela. D'ailleurs, dans les politiques publiques en matière d'innovation, vous avez énormément de fonds publics qui c'est reconnu en quelque sorte cette chose-là. Donc
Ça, je pense que c'est vraiment en matière de politique publique quelque chose à retenir là-dessus. Ça, c'était le deuxième point, c'est-à-dire sur cette question du processus. Et du coup, j'en arrive à mon troisième point, et progressivement à cette antinomie sur laquelle je veux vraiment aboutir. 8 minutes, hein, je suis en train de me chronométrer, donc je vois, je pense, 10-12 minutes et j'aurai bouclé mon truc. Le troisième point, c'est de dire, comme c'est toujours incertain, mais les démarches d'évaluation sont très pertinentes finalement. Alors quand on parle d'évaluation, on ne parle pas de contrôle de conformité à une norme, mais bien de l'évaluation, parce qu'au sens politique du terme, c'est-à-dire au fur et à mesure des projets, de prendre aussi dans les collectifs du recul et d'essayer de se dire, mais est-ce que par rapport à ce qu'on souhaite voir advenir, où est-ce qu'on en est, comment ça se passe, et on peut mettre en place tout un tas de systèmes assez souples finalement pour les essais et erreurs, on recommence, l'évaluation est quelque chose l'évaluation tout au long du projet, pour se questionner là-dessus, c'est quelque chose qui est finalement très pertinent, ce qu'on va appeler l'évaluation des innovations sociales. Voilà. Mais l'évaluation qui se fait sous un principe de délibération, j'ai des collègues qui parlaient de délibéralisme, c'est-à-dire en collectif, en groupe, en comité de pilotage, d'essayer toujours de s'interroger, et ça peut être évidemment accompagné d'un tiers accompagnant, le regard est aussi important, de savoir où on en est finalement par rapport à ça. Donc finalement, l'évaluation, c'est quelque chose de très pertinent. C'est pas du tout le cas pour la mesure. La mesure d'impact n'est pas du tout en matière d'innovation quelque chose de pertinent. Et c'est là-dessus, j'entends mon bip de 10 minutes sur lequel je voulais arriver, parce que je vois avec beaucoup de... j'ai mon bip là, tu sais, je vois à travers différentes réunions, aussi beaucoup au niveau national, qu'il est en train de se produire quelque chose finalement, une concordance entre des notions. Vous savez, comme on faisait en mathématiques, A égale B, B égale C, c'est que A égale C. Vous voyez, donc innovation sociale, on a parlé des contrats impact social, ça c'est encore autre chose, évaluation de mesure, innovation sociale, impact, évaluation d'impact social. La mesure d'impact, c'est quelque chose de très précis. Et la mesure d'impact social, finalement, on a rajouté social, mais allez interroger les acteurs de l'économie du développement, ça fait 15 ans qu'ils sont dans ces systèmes de mesure d'impact, ça n'est rien d'autre que l'établissement d'un lien de causalité. Alors, sans rentrer dans les détails de tout ce que ça implique en termes d'études économétriques, pour les acteurs, ça implique quelque chose qui n'est pas neutre et qui est en fait l'intégration de cadres logiques, de principes de gestion axés sur résultats, et qui... pour faire très simple, dites-nous vos résultats dans 3 ans, et dans 3 ans, on vous dira si vous avez réussi, avec l'établissement, une chaîne de causalité, ce genre de choses. J'ai rien contre ça. Je dis juste, l'innovation, c'est tout l'inverse. C'est juste tout l'inverse. Quand on regarde, et quand on met les mains dans le cambouis avec les projets, et qu'on les suit dans le temps, c'est des essais, erreurs, on vient en un, c'est un peu comme une thèse des fois d'ailleurs. On prend cette voie, on referme, on revient en arrière, on avance, on explore, tiens, c'est ce qu'on appelle aussi la sérendipité. La mesure d'impact, ça n'est pas du tout quelque chose qui intègre ça. Donc j'ai rien contre la mesure en tant que telle, mais il faut juste dire que c'est quelque chose qui peut être fait sur ce qu'on appelle entre nous des mesurettes ou des pratiques, parce que ce lien de causalité est extrêmement complexe à construire. Et je vois aujourd'hui progressivement que tous les fonds qui sont en train d'être montés progressivement sur cette question de l'innovation sociale, on appelle ça des fonds à impact. Donc je vois très bien la relation qui va s'établir après, mais il suffit de mesurer l'impact pour savoir finalement si vous allez avoir vos financements. Et ça, c'est totalement contre-productif dans une démarche d'innovation. Et j'essaie de le dire aussi publiquement parce que je peux me tromper, mais c'est quelque chose qui est en train d'arriver progressivement et je ne vois pas de contre-pouvoir à ça aujourd'hui. Je n'en vois pas dans les réunions. C'est en train d'arriver, on est en train de faire des liens comme ça, innovation, impact social, mesure d'impact, sans s'interroger sur le fond, et je ne vois pas de contre-pouvoir là-dessus. Et une fois que les fonds seront mis en place, cet argent sera fléché là-dessus, et ça va être très difficile de le déflécher. Voilà. Je ne veux pas être pessimiste, parce que l'histoire n'est pas écrite, et les contre-pouvoirs ils vont émerger d'ici peu de temps. Et ça me paraît très important, en tout cas, de vous dire d'être de faire attention à ça et de porter attention à ça, ça me paraît très important pour le coup. 13 minutes tout pile, je m'arrête là, Réjeanne.
Merci beaucoup, Nicolas. Alors, bien sûr, on pourrait continuer encore à redébattre, mais là, bon, il faut bien conclure, en tout cas provisoirement. Vous retrouverez de toute façon aussi cet après-midi, on aura aussi un point qui reprendra ce qui a été dit. Là, on vous propose de vous répartir en... Alors, je ne sais plus, c'est 4 ou 5... Pardon. Ah. D'accord. Oui, c'était tiraillé entre le fait du famille et puis le fait. On a décalé. Ah, d'accord. Ah, bah, très bien. Du coup, une question. Oui. Raphaël Dejeune, je suis directeur d'une structure qui s'intéresse aux dimensions culturelles des sciences et techniques et qui intervient sur le territoire régional. J'ai beaucoup aimé toutes vos interventions et aussi les deux mises en perspective proposées sur l'ESS et l'innovation sociale. Je suis resté un peu sur ma faim sur l'intervention de Nicolas Chauchois, parce qu'en fait, du coup, est-ce que j'ai bien compris que le propos était de dire au final que l'innovation était un processus qui ne pouvait pas s'évaluer, ou est-ce que j'ai pas compris? Parce que tu as bien insisté sur le fait qu'il y avait une différence entre mesure d'impact très précis, où on peut effectuer des liens de causalité, etc., et qui est quelque chose de très différent de mesurer ce que produit l'innovation. Et du coup, j'ai pas suivi la fin de ton propos, si du coup l'innovation était quelque chose qui ne pouvait pas s'évaluer. Et si c'était ça qu'il fallait revendiquer dans les fameux contre-pouvoirs dont tu parlais à la fin de ton intervention. Bon, j'ai peut-être pas été clair. Mais je pense avoir été clair. J'ai dit ça peut s'évaluer, pas se mesurer. Et du coup, si on dit, regarde ce que tu viens de dire, Nico, ça ne peut pas s'évaluer, ça veut dire qu'il n'y a pas autre évaluation que la mesure. Or, c'est justement tout l'inverse, en fait, que ce que je disais. C'est-à-dire, il est tout à fait possible de construire, parce que ça se fait, de construire tout au long et au fur et à mesure du projet, on va appeler des conventions d'évaluation. Dans l'innovation techno, pour le dire simplement, il y a un principe très pratique, c'est le marché. Le marché n'est rien d'autre, le marché, je passe l'espace d'échange marchand. C'est la procédure d'évaluation de l'innovation. Comment on sait que ça se diffuse? Pas parce que ça se vend. Plus ça se vend, plus ça se diffuse. Qu'est-ce qu'on en fait après? Ça, c'est encore autre chose. L'innovation sociale est à la fois immatérielle et en plus, comme l'a dit très bien Christian, elle repose sur des principes économiques pluriels, à la fois marchands, non monétaires. Donc, en quelque sorte, parfois ça peut aboutir sur des biens ou des dispositifs qui vont trouver ou s'échanger, mais tout le process en tant que tel n'est pas un process marchand en quelque sorte. Et il est donc tout à fait possible. Et ce que je dis, c'est que c'est très pertinent de se construire une convention d'évaluation avec un certain nombre d'indicateurs ou de critères ou de marqueurs qualitatifs. Construire ça, c'est loin d'être ce qu'il y a de plus compliqué. Et qui est d'essayer de suivre dans le temps au regard de ce que l'on veut faire. Ça, c'est quelque chose de tout à fait pertinent, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible, pour répondre à ta question, Raphaël, il est tout à fait possible ensemble, sous une pratique de délibéralisme, de délibération et de sociocratie, de s'interroger ensemble et d'essayer de voir effectivement ce que cela donne et de s'interroger aussi sur les différents changements que ça peut produire sur les territoires. Ce que je voulais dire à travers la mesure, c'est que la mesure, ça n'est pas ça. Ça n'est pas ce que je viens de dire. La mesure, c'est de prendre une pratique et de construire un lien de causalité entre la pratique et un état de changement. C'est très différent. Et ils le font sur des pratiques ou ce qu'on appelle des mesurettes, parce qu'en fait, dès que vous sortez de ça, c'est très difficile techniquement de le faire. Si vous mettez des uniformes aux collégiens, vous allez peut-être pouvoir, c'est une mesurette, ça peut pas, mais des uniformes. Qu'est-ce que ça a fait? Et on va construire un contrefactuel, vous voyez, avant, après, etc. Mais ça, c'est une pratique. Les projets dont on parle sont des projets qui s'attaquent à des problèmes et à des changements d'ampleur, et qui sont surtout en multi-acteurs et multi-pratiques. Donc on ne peut plus, en fait, procéder à ce genre de choses. C'est pour ça que je dis, je n'ai rien contre la mesure d'impact lorsque c'est fait sur des choses qui sont liés à cet outil, qui peuvent être pertinents.
Je vois les liens qui sont faits au niveau national entre innovation sociale, impact, mesure d'impact. Et ce que je dis, c'est que quand on travaille dans le fond ces différentes thématiques, on se rend compte que c'est antinomique. Si vous mettez dans une perspective de mesure, dans un cadre logique, ça va être très difficile de rester dans tout ce processus d'innovation, d'essayer d'un chemin inconnu, mais qu'on essaie de découvrir ensemble vers une aspiration. Donc, oui, c'est tout à fait possible et très pertinent de l'évaluer. Ça, il faut le revendiquer. Mais ce qu'il faut revendiquer, c'est que la mesure est une forme et qu'il existe d'autres conventions plurielles et pluralistes voilà. Et le délibéralisme n'est pas moins objectif que ce que produiront les économistes et les économètres. Et c'est un économiste qui vous dit ça, quand même. Pomme Boucher, donc je suis directrice d'une structure en Limousin. Je voulais simplement aller dans votre sens, mais moi ce qui m'inquiète un petit peu quand même dans toute cette question d'innovation sociale, c'est aussi la marchandisation de services qui étaient gratuits jusque-là. Et du coup, ça rejoint un petit peu vos questionnements sur la question de l'évaluation, c'est-à-dire, moi ça ne m'étonne pas tellement qu'on ait des évaluations d'impact, parce que d'une certaine manière, c'est peut-être une facilité aussi, alors consciente ou inconsciente, de se dire, voilà, on va financer finalement l'innovation sociale pour que les gens deviennent, sur des services qui jusque-là étaient reconnus comme n'étant pas marchands, justement produisent leur propre capacité de se financer, etc. Voilà, je me pose la question un petit peu actuellement de savoir si c'est une volonté tout à fait claire, pas forcément exprimée de la part des pouvoirs publics, de financer ce type de projet dans une volonté, en ayant en tout cas conscience que finalement on est capable d'inventer des formes de marchandisation sur des services qui jusque-là n'étaient gratuits en termes de solidarité, d'aide, d'entraide. Je parle notamment des services d'accompagnement. Alors, c'est pas du tout pour dire qu'il faut pas le faire, hein, au contraire. Mais je me pose quand même cette question et je pense qu'il y a une limite qui est un peu ténue sur ces questions-là. Sur cette question de l'innovation sociale, moi j'ai... non pas des réticences, mais ça a besoin d'être explicité fortement. Alors, il y a un côté tout à fait rigolo, c'est que les acteurs publics nous disent on utilise l'innovation sociale parce que ça vient des chercheurs. Et le chercheur ne s'y retrouve pas directement sur cette notion d'innovation sociale si on ne l'explicite pas. Parce que moi, je le prends comme un mot, comme un concept, comme une notion qui a émergé au cœur des politiques publiques, d'abord, et surtout, qui a été en tout cas fortement repris par les politiques publiques, comme avec ce que ça peut signifier, c'est-à-dire on va dire de compromis minimum, encore qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont de la réticence à utiliser ce terme d'innovation sociale, parce qu'il faut être sérieux, l'innovation, c'est des questions qui sont liées à la technologie et à l'économie, qui se pensent comme uniques, hein. Donc il y en a quand même qui ont des réticences avec ces notions d'innovation sociale, mais moi je la vois comme étant une notion de compromis politique minima qui montre qu'il y a quelque chose qui émerge, ça gratouille, quoi. Ça gratouille, donc il y a des choses qu'il faut soutenir. C'est si vrai, par exemple, que la BPI, la banque, le P c'est quoi, la banque publique d'investissement, a une ligne, alors on va dire une petite ligne de financement de l'innovation sociale. Donc il y a une réalité institutionnelle, etc. Mais vous avez raison, la question le montre, si on n'explicite pas les choses, on peut mettre dans l'innovation sociale des choses intéressantes, pratiques. Et moi je suis tout à fait pour les choses pratiques, pragmatiques, je disais tout à l'heure. Une économie, y compris dans ses potentialités alternatives, se construit à partir de la proximité de la pratique et du bricolage économique qu'on est bien obligé de faire, parce qu'il faut bien qu'on s'en occupe nous-mêmes de l'économie, sans la laisser uniquement à je dirais des gens qui voient ça un peu comme de la prédation
d'imprédation économique. Bon. Mais si on met tout et dans tout, on ne voit pas les enjeux qui sont derrière. À un moment donné, une association dans ses capacités de développement économique n'était pas reconnue. La loi de 2014 lui donne un peu plus de poids. Donc là, on peut dire qu'il y a un certain nombre d'innovations pratiques qui ont fédéré et qui ont bousculé un peu les institutions et qui ouvrent les choses. Mais vous l'avez bien dit, sous couvert de choses nouvelles, innovantes, on peut nous vendre des choses qui sont des défaussements de l'activité publique sur le privé qui le fait, alors qu'il le fait peut-être différemment. Et la question n'est pas d'opposer l'intervention publique au privé, puisque quand on parle de commun, d'une certaine façon, des communs, c'est une affaire, alors elle n'est pas privée au sens de l'individualité et de la propriété individuelle, mais c'est quelque chose qui est d'origine et qui est d'une initiative éventuellement, enfin collective, mais d'une certaine façon privée, et qui n'a pas vocation à être un commun, n'est pas un bien public. C'est un bien qui est lié à une communauté. Donc, vous voyez, alors, mais on peut nous vendre beaucoup de choses avec ces notions d'innovation sociale, y compris des choses qui participent à l'approfondissement de formes. Alors, je dirais, c'est pas qu'elles soient marchandes, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'économiste, l'ESS a aussi des aspects de fonctionnement, d'échange marchand, même si c'est souvent hybridé d'autres solutions liées de réciprocité, mais effectivement, il faut y regarder de très près. Alors, dans des colloques, maintenant, on se sent un peu obligé parfois de parler d'innovation sociale. Je ne sais plus, la fois dernière, les Canadiens appelaient ça l'innovation sociale 2.0, pour montrer qu'il y aurait innovation sociale de premier niveau, c'est-à-dire des choses peu explicitées du point de vue de ces logiques qu'ils portent en elles de production de services, et y compris d'évaluation marchande, comme on l'a dit tout à l'heure. Et on avait besoin d'utiliser une innovation qui serait autre, 2.0, pardon, je suis trop long. Voilà. Mais bon, c'est à y regarder de très près.